Bienvenue dans ton Yann et Frank, pas de Yann, avec Joey. Aujourd'hui, écoute, on lit une étude selon laquelle l'industrie électrique, en fait, que d'ici 2040, pour les infrastructures environnementales, pour le tout électrique, pour sauver justement la planète, du moins au niveau du Canada, ça nous coûterait à peu près autour de 300-400 milliards de dollars, des petites scènes. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour sauver Gaïa? Oh, Et nouvelle version! oui, ben oui, les oreilles attentives auront remarqué la nouvelle version du thème. C'est que, imaginez-vous donc qu'aujourd'hui, si j'en crois le décompte de Eric, un de nos auditeurs, c'est le 500e épisode. Ben voyons donc. Ben oui, aujourd'hui même. Donc, il se trouve que, par hasard un peu, Bruno, qui est un de nos auditeurs, qui a composé la musique du podcast, dans le fond, qui a été changée plusieurs fois au fil du temps, mais là, c'était la version un peu plus définitive, m'avait écrit en disant: Est-ce que vous voulez comme qu'on la repimpe un peu, qu'on la change? J'ai dit: Ah, Ouais. ben oui, ce serait cool. Fait qu'il m'a envoyé plusieurs affaires. Donc, ça, c'était la nouvelle musique d'intro. Il y aura un nouvel outro à la fin du Ah, c'est segment nice. gratuit que vous écoutez avec une nouvelle petite vidéo. Fait que c'était ça. On salue ces deux auditeurs-là qui nous ont écrit dans les derniers jours. Écoute, on reviendra peut-être plus tard sur les histoires de politique américaine parce que ça fait énormément jaser encore. Oh, ouais. Stéphane Bureau a l'air de s'être mis un peu. J'ai écouté le segment, on y reviendra plus tard. Je Oh, comprends ouais. pas c'est quoi le scandale, là, mais Non, moi non plus. Ben, au Québec, c'est un scandale, mais dans le reste du monde, c'est normal, là. c'est ça. Ben, en gros, au Québec, si t'es pas démocrate, t'as un problème mental, là. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, et tu as un discours dangereux selon certaines personnes. Oui, oui, c'est ça. Tu as un discours dangereux. Mais c'est ça pour le. On y reviendra plus tard parce qu'il y a beaucoup de trucs sur la politique américaine encore et toujours. Mais pour l'instant, c'est ça. Il y a cet article-là du Financial Post qui a été publié il y a quelques jours, mais vous comprenez qu'avec le drop-out de Biden, tout ça, c'était. Des fois, on change l'ordre des sujets dans lesquels dans lequel de la manière dont on veut les traiter. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'absolument important parce qu'on se dirige, je ne sais pas s'il serait exagéré de dire qu'on se dirige vers la ruine, là, mais la folie de l'électrique, vous n'avez pas idée comment ça va nous coûter cher. Voici un article du Financial Post qui cite un rapport qui vient d'être publié, qui explique que la transition vers l'électrique au Canada pourrait coûter plus de 300 milliards de dollars d'ici 2040. Et Hey. pourquoi? C'est des montants vertigineux, là. On dit la transition vers les véhicules électriques au Canada pourrait coûter plus de 300 milliards de dollars d'ici 2040 à mesure que l'installation d'infrastructures de recharge se développe, que le réseau électrique est amélioré et que d'autres changements ont lieu, selon un rapport publié par Ressources naturelles Canada. Et là, ce qu'on nous dit dedans, c'est les chiffres qui sont complètement fous, là. On nous dit le rapport est une mise à jour d'une étude qui avait été publiée en 2021. Donc, ils font une actualisation en fonction de ce qui a été vendu et de ce qui est installé jusqu'à présent. Et on nous dit qu'il faut accélérer considérablement le rythme d'installation des infrastructures de recharge pour ajouter, et là, écoutez bien, 40 000 bornes de recharge publique par an en moyenne d'ici 2040. C'est un grand pays, le Canada, là. Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde. Pour qu'il y ait un système où vous puissiez vous transporter en électrique from coast to coast, dans toutes les régions, sur toutes les routes, ça nécessite des investissements majeurs. Il s'agit d'une augmentation importante étant donné qu'il existe actuellement 32 000 ports publics à travers le pays et environ 11 000 ports de recharge publics ont été installés en 2023. Autrement dit, il faut tripler, en fait quadrupler presque, la quantité de bornes installées chaque année
d'ici 2040. Ben oui, c'est pas comme si on n'aurait pas la capacité électrique de faire ça. Ah, Et là, c'est ça, construire sur du nuage. Construire pas sur les faits, pas sur la réalité du marché, sur la demande des gens, mais sur l'idéologie. C'est tout simplement ça. Ça coûte un prix de fou. C'est des objectifs quasiment surréels, sinon pas titanesques. Que oui, c'est déjà arrivé dans le passé qu'on a déjà fait des trucs comme ça. C'est pas que c'est impossible, mais je veux voir les résultats aussi, là. Tu sais, quand il y a ouais, une guerre ou quoi que ce soit, on peut comprendre le principe, mais quand c'est justement pour sauver nous empêcher d'avoir zéro, quoi, 1 point quelques pourcents d'émissions de GES planétaires au Canada, ça revient cher ça vient cher le point de ben, pourcentage. écoutez, moi, je connais quelqu'un, là, tu sais, l'histoire du tout électrique, là, mais c'est parce que je sais pas si les gens réalisent. Si vous vivez en ville, ça vous paraît peut-être logique, là, mais c'est quelque chose qui peut pas s'appliquer, là. Je veux dire, moi, je connais quelqu'un, OK, que de temps en temps, pour le travail, il doit partir en véhicule pour se rendre jusque dans le coin de Fermont. Là, il Hey. y a une route là, pour se rendre là-bas, là. Mmh. Je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais c'est des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres dans le bois où il n'y a rien. Est-ce que vous pensez qu'on va installer des bornes de recharge dans le bois de même? Ou même ça, c'est encore c'est tel que tel. C'est un chemin comme officiel, entre guillemets, mais il y a des routes forestières au Québec, là. Si vous allez dans le coin du lac Saint-Jean, il y a des routes forestières qui partent et qui durent des centaines de kilomètres en forêt. J'ai un ami qui travaille dans la foresterie. Il me disait l'autre fois qu'il est parti pendant 8 heures de temps avec son truck pour se rendre d'un chantier à l'autre sur un chemin forestier. Est-ce que vous Hey. pensez que ces gens-là vont pouvoir faire ça en véhicule? C'est sûr que non. Eh Donc, non. minimalement, on va se diriger vers des clauses d'exception là, pour certains secteurs. Et là, ça va être le bordel. Parce que là, ils vont nous dire ouais, mais là, OK, là, ce qu'on nous a dit, check bien ça. Checkez bien ça, allez, là, écrivez ce que je vous dis quelque part. Là. S'ils ne backent pas avant sur l'histoire de 2035, on va arriver quelque part là, en 2034. Là, ils vont nous dire là, ce qu'on dit, c'est que l'industrie là, il y a des problèmes, puis là, ça ne marchera pas. Fait que là, voici la liste de ceux qui vont être exemptés de. Sauf que là, si tu bannis la vente et l'achat de véhicules électriques, là, mais tu le permets juste pour 3-4 secteurs parce que les autres, c'est pas possible de faire autrement qu'avec le diesel ou le gaz. As-tu idée comment ça va coûter cher, ces crises de véhicules-là? Parce qu'il n'y a aucun concessionnaire qui va vouloir continuer à en vendre si c'est réservé qu'à 1% de la population. Puis surtout, ça va finir comme regarde, tu C'est absolument raison. ridicule. Ça va faire comme durant la pandémie avec les exceptions. Là, vous pouvez utiliser tel véhicule de telle heure à telle heure dans telle C'est sûr. zone bleue, qui est autorisée pour les véhicules à essence, mais de telle lourdeur. Alors, ça va être un chiard administratif, mais bien sûr, au Québec, on aime ça le chiard. Ben, Fait ça que existe déjà en Europe, hein, ce que tu viens de dire là, les low emission zones, là. ah, Ça c'est existe bon. notamment quand je suis allé à Bruxelles, il y avait ça, là. De manière, je Ah, marche c'est pas quelque long part, que je l'idée dis va venir ici, hein? eh oui, cassez pas votre tête, toutes les idées de marde de l'Europe vont finir par arriver ici. Donc, tu étais à un moment donné, tu es dans une zone, puis là, tu dis OK, ici, dans cette zone-là, le plus polluant qui tolère, c'est un hybride. Fait que là, il faut composer avec ça, là. Ah, C'est vraiment, vraiment, vraiment des bonnes idées, tout ça. Donc là, on nous dit le consultant montréalais Dusky Energy and Climate, auteur des 2 rapports, a déclaré que ses dernières prévisions augmentaient considérablement son estimation des parts de recharge publique nécessaires d'ici 2025, passant d'environ 52 000 à 100 500 dans sa précédente estimation en 2021. Le message général pour 2025 est qu'il n'y a aucun risque de construction excessive. Donc, autrement dit, là, construisez-en des bornes parce qu'il va en manquer, là. Il a expliqué que cette forte augmentation était due au fait qu'il avait adopté une approche plus granulaire. Bon, OK, là, il parle un peu de la méthodologie. Le coût le plus important cité dans le rapport concerne la modernisation du réseau électrique entre 2025 et 2040 pour répondre au nombre croissant de véhicules électriques sur les routes. Ça, c'est ce que moi je dis depuis des années et qu'on me dit, ben voyons, franchement, c'est quoi le problème? Il y a hydro, tout est correct. Moi, je dis depuis des années, Chris, il n'arrête pas de nous dire qu'on manque de courant. Du moment qu'il fait fret, on perd le courant.
T'as des places au Québec où tu as des villages qui ont grossi et que le réseau électrique n'a jamais été mis à jour, comme Saint-Malachie en Beauce et dans ces endroits-là. Là. Donc là, du moment qu'il y a un coup de vent ou quelque chose, tout le monde perd le courant. Pourquoi? Parce que les installations qui sont là sont bonnes pour, je ne sais pas, moi, 5-6 000 personnes, sont rendues plus que ça, ou je ne sais pas, 1000 personnes, sont rendues le double qui était. Fait que là, il y a trop de monde sur la borne de courant. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand tous ces gens-là vont être obligés d'avoir un véhicule électrique et de le charger? C'est quoi que vous pensez qui va arriver? Y a- y a- On dirait qu'on est comme des. Il y a un biais cognitif pour ça. Là. C'est les personnes âgées là, qui rendent 4 fois le même mauvais mot de passe en pensant que ça va mieux marcher la deuxième fois. Là. Ou genre, ben, je vais juste fermer l'écran puis revenir plus tard, le problème va s'être réglé. Non, si tu fermes l'écran et tu t'en vas, le problème ne sera pas réglé. C'est comme les madames. Vous avez vu, ça fermer les fenêtres, va être correct, puis elle se lève, puis elle ferme la fenêtre de sa Elle fenêtre. ferme la fenêtre de dehors, c'est ça. Et là, on dit, on note qu'il existe une grande incertitude quant à la manière dont le réseau sera mis à jour au cours des 15 prochaines années. Les auteurs proposent 3 scénarios possibles sous le coût de la construction de nouvelles centrales électriques et l'installation du transport et de distribution associé. Le prix de base évalué était de 26 milliards de dollars, tandis que le prix le plus élevé envisagé était 294 milliards de dollars. Une petite marge. Ouais. Une toute petite marge. Petite affaire, ben oui. Il y a juste 250 quelques milliards de différence. Il n'y a pas de. Je ne sais pas pourquoi vous vous affolez. Là. Mais bref, c'est ça. Ce rapport-là est extrêmement. En tout cas, je ne sais pas si les gens, ça les alarme, là, mais moi, pour vrai, on dirait qu'on s'en va carrément dans le mur avec l'électrique. Et c'est comme s'il existe un décalage profond entre la réalité du marché Du terrain. et ce que le gouvernement entend faire. Parce que les gens l'ont peut-être vu, mais c'est sorti la semaine passée. Ça a un peu passé sous le radar parce que c'est pas super bon. Vous vous rappelez l'histoire de Legault qui était avec Trudeau puis tout ça, puis là, il annonçait les batteries pour Ford puis tout ça. Puis là, finalement, l'usine allait s'installer en Ontario. Là. Mais quand je vous dis qu'il y a un décalage entre la réalité et ce que le gouvernement veut, le gouvernement lui dit, nous autres, on s'en va tout électrique, les chars à gaz vont être interdits en 2035. Ouais, oui. Là, les rapports sortent, nous disent, ouais, ça va coûter cher en sacrament. Ça va vraiment coûter cher. Il n'y a pas de problème. Il faut sauver la Terre, les GES, tout ça. Mais en marge, tu regardes le marché et voici les genres de nouvelles qu'on voit comme la semaine passée. Ford abandonne ses projets de véhicules électriques et ajoute la production de camions Super Duty à son usine de l'Ontario. Il y a non ça. Oakville, en Ontario, l'usine était censée commencer à fabriquer des véhicules électriques en 2027, mais Ford lancera plutôt la production de camions. Ça, c'est sorti la semaine passée, un peu dans le... Je te dirais, ça a un peu été éclipsé médiatiquement par bon, tout ce qu'on sait, là, la tentative sur Trump et tout ça. Là. Mais là, on dit Ford a fait une annonce étonnante. Après avoir mis fin à la production des VUS Edge et Lincoln Nautilus à son usine d'Oakville, en Ontario, en commençant les préparatifs pour fabriquer des véhicules électriques, l'usine produira désormais les camions Super Duty de la série F. Hey, ils ont dit à tout le monde, ouais, on va venir faire des voitures électriques chez vous. Finalement, c'est des F250, des F350 puis des F450. On parle d'une capacité de 100 000 camions. Pétromasculinisme inbound. Ah non, là, c'est parce que là, je ne sais pas si vous réalisez, mais on s'en va. Puis c'est pas la première fois qu'on parle de ça. Il y a plusieurs business, plusieurs constructeurs, c'est le mot que je cherchais, qui pivotent vers, ils changent le plan, ça ne marchera pas. Là, moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu sais, je veux dire, j'ai l'impression en ce moment, ça, c'est peut-être que je me trompe, puis je veux dire, c'est un feeling que j'ai. Mais en ce moment, je regarde les nouvelles du marché dans l'électrique, je regarde ce que le gouvernement veut, puis j'ai l'impression qu'on est genre au milieu des années 2000 et que le gouvernement nous dit, hey, là, on s'en va tout le monde vers le DVD HD. Genre.
Puis là, t'es comme, ouais, mais c'est parce qu'il y a un truc, ça s'appelle Blu-ray. Je pense. Il y a le streaming à ce temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, mettons, dans la guerre entre les deux, je pense que tout le monde sait que c'est Blu-ray qui gagne. Non, non, ça va être DVD. Rappelez-vous de ça, DVD HD. Il y a eu un petit bout, là, une petite séquence dans les clubs vidéo où il y avait les deux. Ou même pour les plus vieux, on pourrait aller plus loin. C'est comme si le gouvernement nous disait, nous autres, on mise tout sur la cassette bêta. Ça a pas bon sens. Ou nous autres, là, on le sait, c'est quoi l'avenir. Il y a un grand-man là, qui s'appelle PlayStation là, qui s'en vient. Nous autres, on le sait que l'avenir, c'est le Sega Genesis. Là, Ah t'es non, comme. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des informations qui nous manquent, là, mais moi, je regarde. J'ai l'impression pour vrai que le Canada va s'enligner là-dedans, puis on va être la seule place de débile sur la Terre avec ces règlements-là. Parce que c'est clairement, ça n'arrivera pas aux États-Unis, ça, c'est sûr et certain. C'est le sunk cost fallacy. On s'est tellement rentré la tête là-dedans que simplement y penser à en sortir, c'est anathème. Même chose comme au Québec, de remettre en question le modèle québécois. C'est que non, ça marche pas, c'est pas bon, puis tout. C'est capoté, alors que on en a parlé souvent, mais à quel point c'est tellement simple. C'est que si tu voulais vraiment que les gens fassent une transition vers l'électrique, tu pouvais pas faire. Premièrement, mettre tous tes jeux dans le même panier, c'est autrement pas une bonne idée. Surtout qu'on n'est pas le Danemark, on n'est pas des petits pays avec une géographie réduite et condensée d'une place. On est une grosse province, un gros pays, avec une grosse grandeur de territoire, donc beaucoup de kilométrage. Donc l'électrique marche pas mal moins bien. Focusser sur l'hybride, Calvars. Puis fait, à un moment donné, justement, au fil du temps, que des décennies, que les gens vont pogner l'hybride, on va sûrement avoir des meilleures technologies. Peut-être Elon Musk a inventé une nouvelle technologie de batterie interne, 3 fois, 5 fois moins lourd, puis elle se tient est aussi grosse qu'une canisse de gaz. On va peut-être se rendre là un jour, mais d'ici là, la technologie n'est pas apte. C'est comme justement, on parle de gaming. Là, présentement, depuis quelques années, ils commencent à avoir les trucs, les casques de réalité virtuelle, puis les Oculus Rift, puis ça fait la même. C'est correct, mais on voit que c'est c'est l'enfance de cette technologie-là. Là. On n'est pas encore dans le perfectionnement encore. Mais c'est comme si tu dirais non. Là, les consoles, Xbox, PlayStation, même les ordis, on enlève ça. Il dit l'avenir, c'est la réalité virtuelle. Ouais, mais OK, t'as commencé quelque chose, mais on est loin d'être dans pamoison du top que tu peux faire. Ah non, 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 faut le faire, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Ouais, mais le monde le veut-tu? On s'en sac, faut le faire, faut le faire. Ben, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Mais il y a un vieux dicton qui dit tu peux pas tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite. Exactement. Ben, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, là, on a un gouvernement qui est 2 mains sur une fleur fanée et qui tire. Là, Mané, tu te dis, ben, c'est bien beau, là, mais c'est parce que là, à un moment donné, puis on a déjà parlé de ça avec Vincent Gelozo dans le trio économique, c'est qu'à un moment donné, c'est quoi, puis ça va nous amener à tes extraits que tu voulais faire jouer, c'est que c'est quoi, dans le fond, la mesure la plus efficace pour réduire la pollution? Est-ce que c'est investir des centaines de milliards de dollars pour un réseau de bornes, puis de modernisation de centrales, puis tout ce que tu veux pour des chars électriques? Ou est-ce qu'il n'y a pas, avec le même, est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à des résultats similaires avec beaucoup moins d'argent et des mesures beaucoup moins contraignantes, beaucoup moins liberticides, beaucoup moins problématiques que ça? Le carburant zéro émission, autant que je comprends que c'est encore sur le stade expérimental, mais tabarouette, si on mettrait justement l'argent et notre énergie là-dessus, on pourrait garder le même réseau électrique, de pompage, de voitures à essence, mais la seule différence, c'est que notre essence qu'on servirait ne ferait plus une Christie de CO2. C'est pas ça qu'on veut? Ah non, faut créer un tout nouveau réseau à part, focusé sur l'énergie. C'est fou. C'est là qu'un peu, autant que je suis pas Joel Conspi, mais c'est un peu là que j'embarque. Je me dis, coudonc, ils veulent-tu vraiment notre bien pour réduire les GES ou ils veulent vraiment se servir de ça pour comme une genre de réingénierie sociale avec l'urbanisme encore plus niaiserie? Parce que j'ai l'impression que si on utiliserait la technique justement du gaz zéro émission, ben, ils ne pourraient pas faire ça. On dirait que ça les attire moins. En tout cas, je pose la question. C'est sûr et certain qu'il y a un éléphant dans la pièce là-dedans, c'est que les véhicules électriques sont plus dispendieux. Les subventions
vont finir partout, sont en train de finir même au Québec. Et à un moment donné, on va se retrouver dans un cas de figure où avoir accès à un véhicule de base, ça n'existera plus en bas de 40 000 puis Mais non, c'est ça. les gens qui n'ont pas d'argent, qui sont au bas de l'échelle, ben, eux, on va leur dire en gros, ben, assis ton cul dans l'autobus ou marche. Puis Ça va être ça. Là. puis s'il y a encore des charges justement à essence dans certaines exceptions, ça va être comme le fournisseur du gouvernement avec des chaises, puis ça va être un seul fournisseur, puis ça va lui coûter quasiment 4-5 fois le prix acheter un type de char-là au gouvernement. Ah non, Ah ça va ouais, être c'est ça. merveilleux. Extrait. Écoute, c'est un auditeur qui m'a envoyé ça. Je trouve ça super intéressant. Je connaissais pas ça. Ça s'appelle My Generation TV Show. C'est un show OK. du Canada anglais que j'ai fouillé un peu sur TikTok. C'est un gars qui s'appelle Jonathan Harvey. Je le connais pas non plus. C'est un gars qui est quand même assez conservateur. Là. On va le comprendre assez bien. Que c'est un débat sur la taxe carbone, sur l'environnement, les politiques environnementales au Canada en général. Et écoute, ce segment TikTok-là a fait le tour, plus quasiment 1 million de vues, sinon plus. Puis là, il expliquait justement est-ce que la taxe carbone, elle est nécessaire? Puis ça sert à quoi finalement d'avoir une taxe carbone? What's the purpose of the carbon tax? To get to net zero, right? Right. Right now, Canada produces, you said 708 million kilograms of CO2 every year, right? So what is something Canada has that consumes a lot of carbon? Trees. Trees. We got a lot of trees, don't we? So each mature tree consumes 22 kilograms of carbon every year. So we'll do the math. You would need about 30 billion trees to consume all the carbon in Canada every year, right? Canada has 320 billion trees. So by that math, even if I'm off by 90%, we're still already at net zero. So you're claiming that we're already net zero? We are already well below net zero, so significantly, in fact. So tell me again, why we have a carbon tax? I'll tell you why we have a carbon tax, because this is what I remember from geography. Okay, was what happens when the leaves fall. Ouais, parce que semble-t-il que c'est à cause de ça. Parce que vu l'automne, on a plus de carbone à cause que toutes les feuilles tombent en même temps. Personnellement, j'ai de la misère à croire à ça, là, mais débunkez-moi si vous pouvez. Puis je n'ai un autre rapidement. On parle justement, parce qu'on dit souvent que là, le Canada, il pollue pas beaucoup, tu sais, en termes de pollution, etc. Ah, mais c'est par capita, on est dans les plus pollués. Tu sais, on dit souvent que le Québec pollue plus que la Chine, ou un Québécois pollue plus qu'un Chinois. C'est de la grosse bullshit. Puis justement, j'en mets autre extrait aussi, il parle à quel point le système par capita, c'est de la grosse bullshit. Both France and Canada together combined contribute to more than 50% of all carbon tax collected in the world. So there's 28 countries. Why are we taxing so much? Because we are taxing so much, because on a per capita basis, we are second. I will agree with you. We are not at the top. Does per capita matter? Of course it matters. Our world doesn't care about per capita. Like, why do we care specific? Because it's based on population. So I don't understand. Everyone loves per capita because it's a great narrative tool. Wait. Okay, let's hold on. The sake of the show is to simplify it for our generation, right? So go ahead, simplify it. My theory on why we use per capita, because it's a great way to take control of a narrative and make things look either better or worse than it actually is or isn't. Exactly. Yeah. It's taking data and it's sort of manipulating it to suit your needs, because it's only 1.5% of all global carbon emissions. Yeah. When you look at it like, highest per capita, well, now you've got to fight. C'est ça. Manipulation des chiffres. Je l'ai dit amplement dans un de mes bulletins de nouvelles à quel point c'est ça. C'est une logique qui est stupide, parce que des petits pays comme le Liechtenstein ou l'Andorre, faudrait si on suit alors, parce qu'en fait, ceux qui polluent le plus, c'est des pays riches, industrialisés, mettons, en termes de population par capita, tu sais. Ouais. Fait que, mon exemple que je donnais tout le temps, c'est que justement, des petits mini-pays qui sont quand même industrialisés puis riches, comme le Liechtenstein ou l'Andorre, des petits pays qui ont moins de 100 000 habitants, ben, si on ferait le logique de réduction puis de politique environnementale par capita, ben, tous eux autres devraient vivre comme dans le sol et tout nu jusqu'à la fin de leur jour, parce que vu qu'ils ne sont pas beaucoup de population, mais qui polluent beaucoup par ratio de population, ben, ils sont faits. Voyez-vous que c'est stupide. Mais le Chinois, lui, qui a 1 milliard de personnes sur son bord, il peut avoir un char à gaz, il peut manger des burgers puis du riz à quantité qu'il veut jusqu'à la fin de ses jours, même si, justement, 26 des 27 villes les plus polluantes de la planète, littéralement, non pas par capita, viennent de la Chine. Pas grave, par capita. Non, mais de toute façon, cette affaire-là, c'est stupide. Là. Il y a on en a parlé dans le prochain trio qui va sortir, peut-être pas le prochain sur YouTube, mais dans 2 semaines.
quand tu regardes, ça, tu peux le vérifier très facilement dans des sites comme Our World in Data, tu vois les pays comme les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France. Il y a de la croissance économique et il y a une diminution de la pollution dans ces pays-là. Les seuls endroits, ça boule, où il y a une augmentation de la croissance et une augmentation de la pollution, c'est notamment en Chine, dans les pays, la plupart des pays asiatiques et dans les pays d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore assez riches pour avoir des technologies qui sont moins polluantes, sont obligés de passer par des chemins différents. Mais le per capita là-dedans, je veux dire, quand même que le Canadien moyen polluait 8 fois comme le Chinois. On est 40 millions, sont 1,5 milliard. Exactement. Vous voyez bien que la mathématique ne marche pas dans l'histoire. On s'en fout du parc. En fait, ce truc-là est un argument non pas logique et économique, mais c'est un argument moral. Ouais. Donc, eux autres, ils disent, ouais, mais d'un point de vue moral, on devrait polluer autant qu'eux autres parce que il faut que tout le monde soit égal en termes de... Ça va aller, parce que ça assume que tout... Je l'ai dit souvent, c'est ma référence de Jeff Empire, c'est qu'ils pensent que toutes les civilisations sur la planète sont rendues à l'âge impérial. Non. Nous autres, on l'est. Il y a des nations, comme tu dis, en Afrique, en Asie du Sud-Est, qui sont même à l'âge féodal, l'âge des châteaux. Ils sont comme on est à l'âge 4, il y en a qui sont à l'âge 3, et même sont à l'âge 2. Là. Non, puis justement, il y en a que dans les prochaines décennies, que les nouvelles meilleures technologies qu'ils vont découvrir, c'est justement le char à essence. L'argument fonctionnerait uniquement si on serait tous au même niveau. Mais on ne l'est pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas qu'il faut absolument rien faire, mais commencer à dire que justement, il faudrait quasiment, un peu comme Morey explique, un genre de retour à Gaïa, retour à la Nouvelle-France, rétroactif avec la décroissance. Tandis que l'Afrique essaie de devenir plus riche. Voyons, non. C'est quoi? Mais même si tout le monde était rendu même à ça, ce serait pas un bon argument pareil parce que les pays ont des géographies différentes. Absolument. Et on doit composer avec ça. Évidemment que si vous vivez au Canada, aux États-Unis ou en Russie, avec des immenses pays, des immenses trajets, les marchandises devant parcourir. Tu sais, ici, il y a beaucoup de trucs qu'on a. Là, ça arrive à Vancouver, puis c'est transporté par train à la largeur du Canada au complet. Évidemment que mon impact environnemental relié à ces produits-là que j'ai besoin, que je consomme, est plus élevé que si je vivais au Luxembourg. C'est normal. Tu as un minuscule pays versus un pays qui est plus large que l'Europe au complet. Avez-vous déjà fait le test? Aller à Vancouver en avion, c'est aussi long qu'aller à Paris. C'est là que vous allez vous réaliser dans quel pays vous vivez. C'est presque aussi long qu'aller en Europe. Là. Donc, c'est ça la réalité, c'est qu'on vit sur un territoire immense. Donc, forcément, le calcul par capita ne fait pas de sens là-dedans. Là. Ça n'a pas de sens. Il faut toujours que tu fasses dans ce genre de truc-là, toute chose, comme on dit en économie, toute chose étant égale par ailleurs. Oui, le par capita, mais considérant le territoire, considérant le climat. Le climat aussi est important là-dedans. C'est sûr que si vous vivez dans un pays du Sud, vous n'avez pas besoin de produire beaucoup d'énergie pour vous chauffer. Il n'y a pas d'hiver. Ah oui, vous n'avez pas besoin de pelleteuses l'hiver qui consomment de l'essence pour éclairer vos rues. Puis même chose aussi que les tempêtes de sable, ça prend, les autres qui en ont, on n'en a pas. Il y a tellement de facteurs. C'est un calcul extrêmement complexe. Hein. Oui. Hey, en terminant, un peu d'humour. Est-ce que... comment il s'appelle? Étienne Grandmont. Quand il est allé... c'est parce que moi, je me demande, est-ce que la passe archipel qu'il s'est procurée de manière volontaire, nous dit-on, est-ce que ça concerne juste les îles de la Madeleine ou c'est aussi la Gaspésie, ça? Ben, c'est pas la mairesse de Gaspé qui s'était fait kicker dehors, puis son chum, l'urbaniste de la ville, à cause qu'elle voulait instaurer ce genre de passe-là à Percé. Il me semble que c'était ça. OK, parce que là, je sais pas, peut-être que c'est que je me demande si ça donnait accès à ça ici, parce qu'on nous dit que en Haute-Gaspésie, il y a un événement écosexuel qui s'est passé. Donc, je ne sais pas si ça concerne si avec la passe archipel. Tu peux littéralement, entre guillemets, avoir du fun avec l'archipel. Ouais, ben c'est ça. C'est que est-ce qu'il y a un forfait, la passe archicu là-dedans ou quelque chose, là? Parce que. Donc, on nous dit 4 artistes multidisciplinaires ont tenu un événement plutôt insolite à Lamartre, la Pointe Mouillée, happening écosexuel et clownesque en bord de mer. Près de 30
Près de 30 personnes ont répondu au rendez-vous lancé samedi à un point précis de la plage de cette municipalité de la Haute-Gaspésie pour assister à des performances expérimentales plutôt audacieuses. La plupart du temps, à moitié nus, les artistes se sont prêtés à des chorégraphies s'inspirant d'une approche éco-sensuelle, tantôt sérieuse, tantôt drôle. Hey, mais là, c'est pas. Ce gars-là, cette gang-là, c'est pas le gars qu'on avait parlé il y a peut-être genre 1 an en France qui fourrait des plantes, là. T'en rappelles-tu de ce gars-là? Oui, mais je pense que c'est une autre gang, là. OK. Mais écoute, regarde bien, moi, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est les noms des gens. Ils ont toujours des noms qui fitent avec l'activité. Oui. L'événement artistique en plein air était animé par Laurence Lallier-Roussin de Lamartre. Pourquoi Foureuse de roche et... pourquoi toujours qu'il y ait minimum 3 tirets dans le Simonac de nom? Oui. Caro Morcos et Audrey Leka et Dylan Lafontaine. L'objectif de l'expérience immersive en plein air consistait, selon les 4 protagonistes, à se connecter avec la mer. La mer MER, c'est pas... je veux juste préciser au coup de C'est important de le préciser. Ouais. Ou la relation d'intimité avec la nature. Basée sur les sens et les sensations, elle prend une dimension sensuelle. En ne se prenant pas au sérieux, une chance, en jouant avec les éléments de la nature et avec leurs éléments personnels, et n'ayant pas peur du ridicule, les artistes n'ont pas manqué de faire rire leur auditoire. Si les performances contenaient de la nudité et que les thèmes liés à la sexualité ont pu être abordés, elles ont été présentées de façon à être inclusives et pour convenir à des personnes de tous âges. D'ailleurs, des enfants étaient présents parmi les spectateurs. Oh my God. Pourquoi les gens qui font ce genre de patente-là tiennent toujours à ce que des enfants les regardent? Moi, je sais pas, je veux pas faire le puritain, là, mais je repense à l'histoire au musée de la civilisation. Le gars avec la graine dans le saran wrap, puis la chose qu'on avait vue en France, tu avais des familles aussi. C'est qui les fêlés qui vont regarder du monde se frotter sur des roches, puis se rentrer le moineau dans l'eau en disant qu'il reconnecte avec la nature, puis regarde, hey, je suis tellement progressiste, regarde, je fourre une roche. C'est... en tout cas, c'est ça. Fait que là, c'est ça. On se demande si... Là, on nous dit que c'est un happening, apparemment. Là, c'est un événement qui est arrivé spontanément avec une troupe ambulante ou c'est une organisation qui a été subventionnée par le ministère de la Culture pour ces conneries-là? Là? Je sais pas trop. Là, on nous dit qu'en fait, c'est une expérience immersive et qu'il y a beaucoup de pommiers sauvages en Haute-Gaspésie. Le rapport. Je sais pas c'est quoi le rapport, c'est ce qui est écrit dans l'article. Ont-ils fourré des pommes? Ouais, je sais pas. Là. Moi, j'avais cru comprendre que depuis Poliev, une pomme, il fallait pas toucher à ça. Là. Surtout pas pour les gens de la culture. Non, c'est ça. Et là, on nous dit que l'écosexualité est un thème sur lequel travaille Laurence. Que ce soit en littérature ou dans différents projets de performance, l'idée du happening est de pouvoir communiquer notre amour de la nature et la façon dont la nature est elle-même créative et diversifiée. La nature est drôle et c'est facile de jouer avec elle, dit-elle. Excuse-moi, mais on dirait un discours de maternelle. J'ai l'impression que je ne veux pas être méchant, mais on dirait que c'est... Je pense qu'elle est graduée en gender studies, cette fille-là. Là. Ou en littérature écoféministe. Là. Mais c'est parce que... C'est pas vrai, là. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont rendus au stade là, de hey, c'est quoi qu'on fait en fin de semaine, chérie? On va aller voir La Pointe Mouillée. C'est quoi ça, La Pointe Mouillée? C'est un happening écosexuel. Il y a quelqu'un qui se frotte après une roche, puis tu vois, regarde, il y a un récif là, avec un corail, là, il va fourrer le corail. OK, parfait. Le récif en forme de shaft. Là, on fait garder les enfants. Non, ils viennent avec nous autres, c'est familial, c'est pour tout âge. OK. Amène grand-papa, il va aimer ça. Oui, c'est ça, amène grand-papa. Il a vraiment hâte de voir quelqu'un se rouler sur une roche. Fait que c'est regarde, ça. on serait pas, regarde, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. On n'est pas là à vouloir demander la cancellation de cette gang-là. C'est juste que
on trouve ça bizarre. Écoute, ce que je te dis, on le ferait pas. C'est parce que c'est comme la prolifération de ce genre de truc-là qui me fait un peu, ça un peu capoter. À un moment donné, tu te dis, ça achève quand, ça, là? C'est ça. Écoute, dans la partie Patreon, on va jaser un peu politique américaine. Il y a encore pas mal de trucs à dire sur cette chère Kamala Harris. Ouais, puis il y a aussi des pseudo-controverses, des pseudo-hostilités sur Twitter que je veux absolument parler parce que semble-t-il que Stéphane Bureau dit supposément des discours hitlériens dangereux et semble-t-il désormais un complotiste. Donc, OK, oui, OK. Oui, absolument. Puis là, ça fait le tour, supposément, ça partage, ça n'a pas de bon sens, complotiste. C'est un panel avec Luc Lavoie, Stéphane Bureau, Paul Larocque, puis Jean-Marc Léger, puis c'est Stéphane Bureau le problème. Vive le Québec. Bon, écoute, on va en parler dans les prochains instants, tout le monde. Rejoignez-nous sur Patreon et vous allez avoir accès à tout notre matériel exclusif.